Oui, donc c'est la première fois que j'interviens à CLC. Alors en fait, normalement, c'était un ancien collègue, enfin toujours un collègue qui s'appelle Hartmut Lauer qui devait faire la présentation. Et comme il ne pouvait pas, il m'a demandé si je voulais bien la faire. Alors, je vais vous demander un peu d'indulgence parce que dans ce domaine-là, moi, j'apprends. Hein, donc j'ai beaucoup appris avec cette présentation, mais je crois que je ne vais pas dire des choses un peu contraires à ce qui a été dit par cet expert. Simplement pour vous dire que j'ai fait 33 ans à la production nucléaire, donc mes quelques compétences sont plutôt dans ce domaine-là. Et j'ai fait 12 ans de mission à l'international, dont 6 ans en Allemagne, parce que j'étais détaché à EnBW, qui est l'EDF du Land de Bade-Württemberg, si vous voulez. Et je suis un ancien membre du Technical Committee du VGB. VGB, c'est Verband Großdampfkesselbetreiber, Besitzer. Donc c'est l'association des exploitants des grosses chaudières. Et c'est là que j'ai rencontré entre autres également Hartmut Lauer. Et je suis membre de PNC, Patrimoine nucléaire et climat. Alors rapidement, le sommaire de la présentation. D'abord, une vue globale des évolutions des différentes sources de production d'énergie renouvelable. Alors en Allemagne, on ne voit pas bien le haut, mais ce n'est pas grave. Donc on a fait la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire en l'année 2022 et 2023. Vous voyez qu'en fait, il y a toujours le pétrole hein, qui est prédominant en termes de consommation. Le gaz également, charbon et lignite. Là, on voit qu'entre 2022 et 2023, ça a légèrement diminué. Ça, c'est normal, parce qu'il y a de plus en plus de renouvelables. Parce qu'en Allemagne, quand vous regardez un peu les journaux télévisés, on me parle beaucoup de renouvelables. Renouvelables, pour eux, c'est le vent et le soleil, principalement. Et également, en ce moment, la biomasse. Globalement, donc, c'était 2982 TWh qui ont été consommés l'année dernière en Allemagne. Et par contre, c'est 8% de moins parce que là aussi, il y a un faible développement économique et les prix élevés de l'énergie ont fait que les gens ont consommé moins. Alors, l'évolution des énergies renouvelables, là, on voit bien la courbe sur les renouvelables. Hein. Tout ça, c'est la partie électricité, ce sont les éoliennes et puis les panneaux photovoltaïques. La partie production de chaleur qui a également légèrement augmenté. Et puis la partie transport qui, elle, actuellement, est plutôt, je dirais, un peu stable. Alors, la biomasse est une composante essentielle de l'énergiewende. Elle contribue à hauteur de 49% de l'apport énergétique. Donc, tout ce qui est biomasse... Je ne sais pas si on voit bien les... Tout ça, c'est la biomasse. Donc, il y a une grosse partie chaleur et froid. Les biocarburants, qui sont pour le transport, et de la biomasse pour produire de l'électricité. Mais là, on verra que ce n'est pas quelque chose qui a, a priori, un gros avenir dans l'état actuel. Donc pour la chaleur, il y a la biomasse et bois, hein, principalement, la géothermie, le solaire et le photovoltaïque, le solaire thermique et la géothermie. Pour la partie électricité, donc photovoltaïque, bien entendu, l'éolien terrestre et maritime, hein, qui est une grosse part. L'hydraulique, pas relativement faible, pour produire donc de l'électricité, puis les 9% ici de biomasse pour produire de l'électricité. La biomasse, une composante essentielle pour la production de chaleur, principalement à partir de bois, 80%, sous forme de bûches et de pellets. Fort développement du chauffage aux pellets. Il y a eu la publicité en France, mais là-bas c'est pareil. On fait beaucoup de publicité également pour faire les chauffages aux pellets. Hein. Et l'intérêt du biogaz, le biogaz et surtout du biométhane, où là également on en parle beaucoup pour accroître cette proportion. Bon, les méthaniseurs, je ne vais pas en parler. Le biogaz, donc le produit gazeux de la décomposition de la matière organique, et les principaux composants sont le méthane et le CO2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le biogaz, il est classé écologique, à l'inverse du gaz naturel, qui est composé de méthane généralement à raison de 75 à 99. Lui, il est classé dans les combustibles fossiles. Mais quand vous brûlez le biogaz, le biométhane, vous émettez également du CO2.
Toutefois, donc, l'utilisation du biogaz fait l'objet de débats de plus en plus controversés, même si au niveau du ministère de l'Environnement, Robert Habeck, il pousse quand même pour développer tout ce qui est renouvelable. Composition moyenne du biogaz, donc on est entre 50 et 75%, et les deux gros produits sont bien entendu le méthane et le CO2. Il y a également un peu d'eau. Et puis, ce qui est un peu plus dur à enlever, c'est le sulfure d'hydrogène qu'il faut absolument sortir avant de pouvoir l'injecter dans les réseaux. Bon, une petite formule, c'est les équivalences énergétiques entre un mètre cube de biogaz avec 60% de méthane, qui représente une énergie d'environ 6 kWh. Biomasse et chaleur. Donc en 2023, le total consommé en chaleur est de 1094 TWh. Ils ont été couverts à 81% d'énergie fossile, donc pétrole, etc., fuel. Et les 18,8% se décomposent en 64% de biomasse solide, le bois, bûches, pellets. 1%, c'est du biomasse liquide, pardon. Les déchets, le biogaz, en 11%. La géothermie, solaire thermique, bon, c'est des quantités relativement faibles. La géothermie et chaleur ambiante, et ça, ce sont les déchets biogènes. Déchets biogènes, c'est-à-dire les restes de cuisine, déchets ménagers, etc. Donc, c'est 170 TWh qui se décomposent en biomasse solide, bois, boue d'épuration, charbon de bois, la biomasse liquide, le biogaz de 21,6 TWh. Bon, c'est du biométhane essentiellement produit à partir d'ensilage de maïs et de fourrage, suivi par les céréales et les betteraves sucrières, qui sont donc très énergétiques, et les gaz de stations d'épuration et des décharges. Les déchets biogènes, donc, qui représentent une faible partie, 14-15 TWh environ, qui sont les restes et déchets de préparation d'aliments, les déchets de cuisine, les déchets verts et les déchets de jardin. Alors, la biomasse en Allemagne est utilisée depuis plus de 2 décennies pour produire de l'électricité. Mais sa part dans la production d'électricité du pays est relativement modeste. Et elle le restera. Là, quand on regarde la part de production d'électricité de la biomasse, c'est donc les colonnes en marron. Vous constatez qu'il y a une augmentation de 2010 à 2015. Et là, maintenant, on plafonne. On reste à peu près au même niveau. Par contre, vous voyez que tout ce qui est éolien, ça a beaucoup augmenté, photovoltaïque également. C'est bien simple, l'EEG, donc c'est Erneuerbare Energiegesetz, donc la loi sur les énergies renouvelables. On voit bien que on considère que la part de la biomasse pour produire de l'électricité reste constante de l'ordre de 9 gigawatts en capacité installée. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de prévisions pour savoir est-ce qu'on va encore en faire ou pas. Mais il est clair que si vous avez une loi qui dit qu'on va plafonner, ça ne va pas attirer beaucoup d'investisseurs dans ce domaine-là. Donc, alors pour le transport, une consommation de bioénergie qui stagne également autour de 40 TWh, on l'a vu dans les courbes précédentes, et biogazole et bioéthanol sont les énergies les plus utilisées pour le transport. On le voit ici, le biogazole, mélange de fuel, de diesel et puis d'éthanol, non pas d'éthanol, biogazole, mélange de gasoil et d'huile de colza, de palme ou de soja, et ça représente à peu près 3/4 de la biomasse liquide. Voilà, donc on voit ici le biogazole en vert, et puis le bioéthanol, qui est une partie un peu plus importante. Les huiles végétales, ça représente très très peu. Le biométhane pour le transport, c'est pareil, ce sont des quantités très faibles. Et pour ce qui concerne l'électricité, on l'a vu, ça reste autour de 44 TWh annuellement.
Alors, pour le transport, donc en Allemagne, ils ont consommé 588 TWh. Ces TWh, il y a 92,7%, c'est l'essence et le gasoil pour le transport, c'est les carburants standards. Et les 7,3%, ils se décomposent en biogazole, principalement, en bioéthanol, un peu d'électricité renouvelable. Là aussi, en termes de déploiement du véhicule électrique en Allemagne, vous avez certainement suivi qu'en fait, on met en coup d'arrêt actuellement en Allemagne on ne subventionne plus le développement du véhicule électrique. Donc je ne pense pas que cette partie-là va beaucoup augmenter. Et puis on a un petit peu de biométhane. Il y a des expériences qui sont faites, telles que dans le Bade-Wurtemberg, une route avec des caténaires pour les camions pour passer en les transports. Alors, généralement, c'est prévu pour la dernière partie du circuit, où il s'agit de faire une dizaine de kilomètres pour passer, par exemple, d'une gare, pour aller d'une gare à un stockage, à un dépôt, etc. Ça passe sur des longues distances. Donc ça, c'est en cours d'être essayé. Biogazole, donc on a vu le bioéthanol, c'est le mélange d'essence et de céréales ou de betteraves sucrières, donc un quart de la biomasse liquide. Et actuellement, cette biomasse liquide, elle est principalement destinée au transport routier, comme on a vu, et non pas pour faire un autre type d'énergie. Alors, les prospectives. Alors, j'ai essayé de fouiller pas mal de choses, y compris les sites officiels des ministères, pour voir si je pouvais trouver éventuellement une orientation ou des cibles en termes de quantité à prévoir à telle ou telle année. On n'a pas trouvé grand-chose, ni Hartmut ni moi. Et en fait, il y a eu une étude qui a été faite par le cabinet conseil McKinsey, qui lui prévoit que dans le domaine de la chaleur, on passera, alors déjà en 2030, on va passer à 280 à peu près 320 TWh. Et de ces 320 TWh, il y aura 210 TWh qui seront pour la chaleur. Ces 210 TWh, il y en a 80 qui seront pour l'industrie. Le reste, c'est chauffage domestique. Et la plus grosse partie donc des 130, c'est le chauffage domestique et tertiaire. Domestique et tertiaire. Alors, principalement par augmentation des chauffages aux pellets. Parce que là aussi, comme en France, on favorise beaucoup le chauffage aux pellets. Et on a un cadre réglementaire d'ailleurs qui s'adapte à ça, ou c'est plutôt l'inverse. C'est qu'actuellement, si ce cadre continue de s'appliquer, on passera de 700 000 installations de chauffage à pellets actuellement à plus de 1,2 million en 2030. Donc c'est quand même un développement relativement important. Le biogaz ne sera pas en reste non plus. La loi sur l'énergie dans la construction impose que les nouvelles installations de chauffage doivent à minima comporter 2/3 d'énergie renouvelable. Alors en énergie renouvelable, là on parle de biomasse, mais il y a également un autre facteur très important. Le Land du Bade-Wurtemberg a été précurseur, c'est qu'ils ont mis en place une loi qui dit que en cas tout nouveau bâtiment doit avoir des panneaux photovoltaïques, et lorsqu'on fait une restauration complète du toit, il faudra également mettre des panneaux photovoltaïques. Donc là aussi, progressivement, on demande à ce que les bâtiments deviennent presque pas autoconsommateurs, mais déjà qu'une bonne partie soit de l'énergie renouvelable. Alors, donc, si par contre on reste au gaz, le gaz utilisé doit être le plus décarboné possible. Là aussi, il faut voir un peu quelle sera l'évolution de production de biogaz. Parce que l'hydrogène ne pourra, d'ici la fin de la décennie, survenir aux besoins du domestique. Quand vous écoutez un peu les actualités allemandes, vous verrez que quand il y a un expert ou quelqu'un du ministère de l'Environnement, il va vous dire l'avenir, c'est l'hydrogène. Donc là, en attendant, citoyens, patienter. C'est un peu comme, si vous voulez, le charbon qui devait simplement faire la transition entre le nucléaire et puis ensuite le 100% énergie renouvelable, vent, soleil, etc. Là, c'est un petit peu pareil. On va vous dire non, là,
certes, on a encore besoin de charbon, comme vous avez vu, encore besoin d'énergie carbonée, mais par contre, ça n'est que transitoire, et l'hydrogène, à terme, va pourvoir à tout cela. Bon, je pense que vous savez tous que l'hydrogène, c'est quand même pas aussi folichon que ça, c'est quand même pas forcément aussi simple que ça, déjà, quand on regarde les rendements, ce qu'il faut mettre au début pour ce qu'on recueille à la fin. Mais bon, on fait patienter un petit peu avec l'hydrogène. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les Allemands sont très intéressés pour le pipeline, le Barmar, entre Barcelone et Marseille, pour ensuite remonter l'hydrogène jusqu'en Allemagne. D'ailleurs, ce pipeline, il devait passer du côté de Perpignan. Et dans les Pyrénées-Orientales, on n'en a pas voulu. Donc derrière est parti le projet de dire on va construire un pipeline d'Espagne, puisque les Espagnols, avec leur solaire et leur éolien, vont produire de l'hydrogène a priori renouvelable, enfin décarboné. Et donc les Espagnols vont envoyer de l'hydrogène via ce pipeline qui va remonter le long du Rhône vers l'Allemagne pour alimenter en hydrogène. Alors le biométhane, donc, comme l'hydrogène ne pourra pas très rapidement subvenir aux besoins, on dit que c'est le biométhane qui est tout indiqué pour combler le gap. Alors l'installation, actuellement, l'installation prévisionnelle d'environ 2 millions de nouvelles chaudières à gaz d'ici 2030, c'est ce qui est prévu. Rajouter 2 millions de nouvelles chaudières au gaz, elle va nécessiter quand même de disposer alors de 20 TWh de biométhane, ce qui est 4 fois la consommation de 2022. Donc il faut déjà les produire. Alors, en termes de conclusion, donc, on note une stagnation des 3 dernières années en termes de production d'énergie pour le transport, à partir du biogazole et du bioéthanol. La tendance à l'utilisation des bioénergies est à l'accroissement dans le cadre des politiques énergétiques actuelles. On essaie de favoriser, mais bon, on veut bien favoriser, mais quel est l'objectif quel est l'objectif quantifié? Où est-ce qu'on met les sous? Dans quelle énergie plus particulièrement que l'autre? Là, pour l'instant, je n'ai pas trop trouvé. Et le cabinet McKinsey Conseil donc, prévoit les 320 TWh en 2030. Alors, cet accroissement donc, ne sera pas dans le domaine électrique. Les 9 gigawatts de puissance installée resteront. L'objectif de l'EEG est clair. Et le compromis, par contre, il restera quand même le compromis biomasse végétale pour produire de l'énergie ou de l'alimentaire qui restera à trouver. Et ceci ne concerne pas que l'Allemagne. Les questions auxquelles il va falloir répondre: combien de biomasse doit-on utiliser en énergie? Quelle est l'importance de la demande alimentaire? Quels aliments sont consommés et où les produit-on? Et répondre à ces questions nécessite une étude qui doit être faite au plan global et régional. Vu la globalisation du marché, donc une étude sur la seule situation allemande n'est pas réaliste. Ne pas se tromper sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre à partir de la biomasse. Les études montrent que le biogaz provenant du maïs a un bilan CO2 identique à celui du gaz naturel. Donc, quel est l'intérêt? L'hypothèse simpliste est malheureusement encore très répandue que les plantes absorbent autant de CO2 qu'il en est émis lors de la combustion de biomasse, parce que ça, on le vend, on voit quand même beaucoup dans le public. Et dans des cas très particuliers, éventuellement exacts, mais ça c'est en très faible quantité, mais totalement erroné dans la majorité des cas. Donc si nous partons du principe que globalement la combustion de biomasse est neutre sur le plan du CO2, nous risquons avec beaucoup de moyens financiers, politiques et sociétaux de faire des actions qui n'aideront pas le climat, voire lui causeront du tort. Et là je reviens à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que les sous, au lieu de les mettre uniquement chez nous pour faire quelques progrès, est-ce qu'on n'aurait pas moyen à l'échelle planétaire de les investir dans des endroits où ça bénéficierait beaucoup plus rapidement? Alors, un titre d'exemple, le projet BioSync, donc c'est une étude qui est faite par l'Institut écologique de Darmstadt, dont l'objectif est d'étudier les effets de l'utilisation énergétique du bois sur la capacité d'absorption du CO2. Alors, il y a cette étude BioSync, donc et il y a l'autre étude, le pendant, qui est l'étude BioWise,
qui, elle, s'oriente beaucoup plus sur comment utiliser au mieux la biomasse bois dans cet ensemble de production d'énergie. Alors, les points saillants de cette étude, le scénario de référence, c'est un accroissement de l'utilisation du bois jusqu'en 2030, puis baisse du fait de l'amélioration de l'efficacité de l'isolation des bâtiments. Donc on prévoit déjà qu'en fait, de faire isoler les bâtiments, mettre éventuellement des panneaux photovoltaïques, etc., ça nécessitera beaucoup moins de bois pour chauffer. Par contre, au milieu des années 2030, la demande ne pourra plus être compensée par des conifères. Les conifères, c'est quand même, ça a beaucoup souffert. Hein. Il y a la tempête Lothar, il y a le scolite, la centrale thermique de Strasbourg, par exemple, brûle beaucoup de bois en provenance de la forêt noire, du bois scolité principalement. Par contre, les feuillus pourront satisfaire la demande, mais l'utilisation accrue de ces feuillus entrera en conflit avec les objectifs de protection du climat. Là, on revient à la même chose, hein, le feuillu, il absorbe plus, mais bon, ça diminuera la capacité d'absorption si on l'utilise pour faire du bois. Une stratégie qui demande de considérer, c'est prévoir une augmentation du nombre de feuillus, prendre des mesures pour stabiliser l'inventaire des conifères. Les conifères, on en a besoin, mais actuellement, avec le changement climatique, le conifère est un arbre qui souffre très très vite, il tombe facilement, et en plus, il est sujet à pas mal de maladies. Bon, au vu des résultats, donc, il propose déjà d'intégrer dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre les émissions directes de CO2 du bois brûlé. Hein, puisqu'à un moment donné, on a dit on brûle, donc on recycle et puis ça tourne. Non, pas du tout. On a les distances entre 50 ans à 100 ans pour créer un arbre et puis on brûle tout de suite et on émet tout de suite le CO2. Cela permettra de prendre en compte les effets sur les puits de carbone. Et l'utilisation du bois énergie entraînera donc une augmentation substantielle des gaz à effet de serre en Allemagne par rapport au mix énergétique actuel. Alors, cette étude s'est également intéressée à ce qui se passe au Canada, aux USA, en Pologne et en République tchèque. Ce texte est en allemand et en anglais, donc je vous ai mis les liens Internet pour ceux qui souhaitent s'y rapporter. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je remercie également Hartmut pour ses précieux conseils et les quelques informations qu'il m'a données. Si vous avez des questions. Sur l'Allemagne. Oui, pour le chauffage par pellets, les pellets viennent d'Allemagne ou d'ailleurs? Alors, actuellement, justement, dans l'étude BioWise, ils disent qu'actuellement, à peu près à 95%, ça vient d'Allemagne. Mais par contre, dans le cadre de l'évolution, et compte tenu des problèmes de conifères et de feuillus, ils prévoient quand même d'importer. Et là, quand il s'agira d'importer, ça veut dire qu'ils vont anticiper des contrats de fourniture. Et ils sont déjà en train de discuter au Canada, aux USA, également les forêts à l'Est, Pologne, etc., Tchécoslovaquie. Donc, ils s'attendent à ce qu'à un moment donné, le bois allemand ne suffira plus. Même si on met en plus des panneaux photovoltaïques pour le chauffage, etc. Voilà, c'est ça. Oui. J'ai l'impression que de voir sur un slide, une des solutions, c'est un mélange de gazole à 75% et de biomasse liquide, si j'ai bien lu. De mélange, enfin, dans les solutions qui sont oui. préconisées, enfin, qui sont préconisées ou en tout cas utilisées, il y a du mélange de gazole à 75% et le reste en biomasse liquide, je ne sais pas quelle origine. Bon, oui, enfin, ça a la couleur du renouvelable. Non, mais on est bien d'accord, mais bon, ça permet de dire c'est une énergie renouvelable. Hein, c'est comme dire le biométhane, c'est une énergie renouvelable par rapport au méthane, alors qu'en fait, tu brûles du CH4. Hein. Et là, je suis un peu surpris que même au niveau européen, on ne réagisse pas à ça, quoi. Bon, il n'y a pas qu'à ça qu'on réagit mal à Bruxelles, mais. Voilà. Je trouve que dans les questions finales que tu as posées, il y en a une qui manque, c'est quand est-ce qu'on sort du gaz fossile?
un moment donné, ils expliquent qu'il faut mettre des chaudières à gaz, etc., alimenter majoritairement, enfin, une espèce de truc habitable, quoi. Bien, ça va marcher, ça. C'est- Condamné. C'est bien. Bah, écoute, sortir du gaz fossile, je l'ai plus ou moins, enfin, je l'ai pas dit, mais c'est l'hydrogène en fait. Hein. Là, ce qu'on est en train de... Non, mais on est bien d'accord, Eric. Hein, mais ce qui est dit actuellement, quand tu regardes les infos, c'est vraiment le sauveur, ça va être l'hydrogène. Quoi. Regardez, Robert Habeck, il a bien dit, après la crise ukrainienne, après qu'il ait fait son marché tout seul au Qatar et dans les Émirats, etc., pour signer des contrats de gaz, il a bien dit, on va commencer, pour pallier le problème du nucléaire qu'on n'a plus, on va construire des centrales au gaz par rapport à l'intermittence des renouvelables. Et ces centrales au gaz, après, elles vont fonctionner à l'hydrogène. Faut voir. Hein. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Ou est-ce que c'est Ah, les politiques, oui. Ah oui. Ils sont pas assez bêtes pour y croire. L'étude, ils sont cyniques, c'est tout. C'est-à-dire, ils y croient dans le sens où ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Donc, ça veut dire, comme le public, je dirais pour l'instant, il paye relativement cher l'électricité, donc il se dit, ça doit être ça, et il ne connaît pas, il ne pose pas forcément les questions, il n'y a que les experts qui finalement connaissent, et puis du coup, et puis en plus, comme je dis, on leur dit, non, mais c'est que passager, quoi. On sent quand même que la grogne monte en Allemagne. Hein. Ah oui. Les gens se rendent compte qu'on leur raconte des cracks. On voit bien, tu vois, quand on passe d'un mythe à l'autre, on nous a dit on va stocker. On ne stocke plus, après on fait l'hydrogène. Après l'hydrogène, on va nous faire les puits de carbone. Après les puits de carbone, on va nous faire je ne sais pas quoi. Il y a toujours une solution qui va apparaître, mais on voit bien qu'il n'y en a aucune qui est en fait, je pense que maintenant, même les politiques, ils ont compris que l'énergie-wende telle qu'ils l'ont mise en place, à un moment donné, ça bute. Et donc, soleil vent, ça suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, le problème du CO2, donc le gaz russe, en plus, on a eu des problèmes parce que en fait, c'était ça, l'énergie-wende reposait aussi sur le gaz russe pour faire l'intermittence. Et un gaz russe qui ensuite, normalement, devait décroître, pas complètement, parce que les ménages allemands, ils consomment du gaz. Hein. Il y a encore beaucoup de chauffe au gaz, on cuisine au gaz, etc. Donc là, le gaz, ça ne marche plus non plus. Alors qu'est-ce qui nous reste là pour sortir de cette impasse? Ah tiens, l'hydrogène, voilà. Alors peut-être qu'un jour, on trouvera une autre... L'étude 2030 qui dit que le biogaz augmente, c'est de la demande supplémentaire, c'est du remplacement du gaz qui vient de Russie par du biogaz, c'est un peu des deux, c'est quoi? Pour moi, c'est un mélange. C'est pas dit exactement dans l'étude, mais c'est vraiment un mélange, un petit peu de complément et puis un petit peu de remplacement. Parce que quand même, leur objectif, c'est de remplacer Non, mais tu as raison. Mais l'objectif, c'est quand même effectivement d'essayer de descendre leur émission de carbone. Hein. Il y a deux façons d'aborder le sujet. Il y a celle-là qui court après je ne sais pas quoi. Moi, je préfère l'approche de Georges Sapie, ici présent, qui dit voilà, en 2050, la ressource raisonnable de biomasse sera de temps, la ressource renouvelable sera de temps, le nucléaire, ce sera temps si on est sérieux, et il va falloir qu'on se démerde avec ça. Et donc, économie d'énergie, efficacité, machin, etc., etc. Et c'est pas la peine de rêver qu'on va développer je ne sais pas quoi dans des quantités qui sont complètement débiles. Quoi. Eric, c'est ce que... Eric, c'est... un peu raisonnable, hein, ton papier était bien là-dessus. On va devoir avoir ça. C'est ce que je te dis, Eric. Moi, ce que j'ai cherché dans les papiers des ministères, sur les sites, est-ce que, quelque part, on a des objectifs? Tchac, ça, tant pour l'intermittent? Oui, Georges. Les Allemands sont toujours dans une fuite dans l'irréel, de plus en plus. Effectivement, ils ont perdu le gaz russe, qui était une folie. Ils se rabattent sur l'hydrogène, mais quand on écoute l'Académie des sciences françaises, c'est pas n'importe qui quand même qui est là-dedans, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que l'hydrogène électrolytique, il est 2 à 3 fois trop cher, donc il ne se fait pas, il ne démarre pas. Donc les Allemands, ils veulent de l'hydrogène électrolytique. C'est le seul qui, à condition d'avoir de l'électricité décarbonée. Ils n'en ont pas, donc ils vont l'importer
de pays chauds ou de pays où il y a du vent, en Afrique du Nord, avec du PV, réputé décarboné. Mais il n'y a rien n'existe, il n'y a pas de pipeline, il n'y a pas de bateau pour transporter ça, ça coûte la peau des fesses, donc ça va se planter. Donc ils vont continuer à utiliser du charbon et du gaz. C'est ça la vérité. Mais personne ne le dit en Allemagne. Il y en a qui le disent, Georges, mais ils ne sont pas écoutés. Oui, mais ils ne sont pas écoutés. Il y en a qui le disent. Georges, je crois que tu as écouté comme moi le webinaire la semaine dernière. Oui. Moi, je vais faire une conférence prochainement sur l'H2. Je prends tous les éléments de fond de cave. C'est magnifique. Hein. C'est clair. Et non, mais on a bien compris que les Allemands, mais les politiques, ils sont pas chinois, mais ils ne veulent pas perdre la face non plus. La coalition actuelle, si elle dit la vérité, elle saute comme un bouchon de champagne, parce qu'elle a mené le pays dans le mur depuis des années. Donc il y a des élections la semaine prochaine, l'année prochaine, on verra bien. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir pour obtenir de l'hydrogène dit naturel? Comme on en parle maintenant depuis quelques années, il y a des géologues qui disent qu'il y en a des quantités, en particulier dans le coin. À Faultulaire, là, il y a effectivement l'extraction à Faultulaire, mais là, bon, au début, c'était quand il y a encore 4-5 mois, on en parlait beaucoup. Là, maintenant, je n'en entends plus parler. J'essaie d'avoir les dernières nouvelles sur cette extraction. Est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement produit ou pas? J'avoue, je ne sais pas. Il a dit, c'est un espoir, mais aujourd'hui, on ne connaît ni les lieux, on commence à connaître les lieux, ni surtout les quantités. Voilà. Donc pour l'instant, c'est le grand point d'interrogation. Peut-être que, mais peut-être que non. Donc c'est encore à ce stade de l'illusion. Peut-être que dans 10 ans, ça sera moins de l'illusion, mais pour l'instant, c'est une illusion. Tu prêchais un convaincu. Oui, je répondais là. Écoute le discours de Fontcave, on va voir sur l'Académie des sciences le rapport qui a été fait, c'est très très intéressant. Il y a eu un rapport il y a quelques mois, disons que dans cette région ici d'ailleurs, dans l'Est, il y avait des potentiels de ressources assez Georges, entre le potentiel et la capacité à le récupérer, ouais. Et au prix et à un coût intéressant. Oui, bien sûr, Tu sais, Georges, j'ai été 6 ans en Allemagne, j'en ai entendu des belles. Hein. Moi, un jour, il y en a un qui m'a dit, vous les Français, si au lieu d'avoir fait du nucléaire, vous avez fait du renouvelable, vous n'aurez pas ces problèmes. Bah oui, c'est la question que j'ai posée, mais bon. Bien. Bah alors, par contre, donc ça, ce sont les Allemands, mais bon, c'est un État de droit, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement, ils souhaitent imposer au niveau de l'Europe leur idéologie, enfin leur business. Et ça, malheureusement, moi je dis que nos politiques à nous, on n'a pas été très bons non plus. Les Allemands, ils font business as usual, mais nous, on n'a pas fait notre business. Il y a deux sujets différents, je pense, Gilbert. Tu as raison, personne n'a imposé ses théories à l'autre, chacun fait ce qu'il veut. Mais deux, je veux dire, à un moment donné, la politique allemande, elle donne un résultat sur son réseau électrique qui impacte les voisins. Yes, sir. Quand on c'est négatif et qu'ils nous envoient du vent, etc., c'est le réseau français qui subit. À la limite, ils seraient tout seuls dans leur coin, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème, ça marche, ça marche pas. Mais là, ils impactent les autres. Tu as quand même les Tchèques qui ont coupé les lignes, qui ne sont pas regardés par les fluctuations du réseau allemand. Mais, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Mais Eric, en avril, le 15 avril, là, quand ils ont arrêté leur dernière tranche nucléaire, j'ai regardé les infos sur du Bade-Wurtemberg, le commentateur, le journaliste, il était tout guiré en disant bah, c'est pas un problème, hein, parce que nous, on va avoir le renouvelable qui va se mettre en place, l'éolien, le photovoltaïque, et puis si ça suffit pas, ben, y a les voisins, on importe. Voilà. Mais oui. Je pense que le cas de l'Allemagne va un peu se casser, puisque les électro-intensifs allemands sont en train de délocaliser les États-Unis allemands, les enfants de partout. Absolument, absolument. Et puis, bon, on voit actuellement aussi que leur industrie commence à souffrir. Hein. Il y a Bosch, Volkswagen, enfin bon,
c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on a déjà vu 8% de réduction de consommation entre 2022 et 2023, et je pense que les chiffres 2024 vont encore être un peu plus bas. Merci. On parle beaucoup du combat entre guillemets alimentation, énergie, pour ce qui est de l'agriculture, etc. Mais il me semble qu'il y a quand même des terres qui sont en jachère. Oui, alors là aussi, oui, effectivement, c'est très intéressant parce que je crois que M. Mathis l'avait dit, c'est que, bon, tout le monde a envie de sol, hein, tout le monde a envie d'avoir du sol. Pour construire, hein, il faut loger les gens, il faut faire manger les gens. Les écologistes ils demandent également des sols en jachère pour pouvoir repeupler en termes d'insectes, etc. Donc il y a plein de gens qui souhaitent des hectares. Et à un moment donné, il va falloir quand même trancher. Et là aussi, hein, c'est ce que j'ai dit, j'ai essayé de trouver pour voir s'il y avait quelque part des orientations, en tout cas des cibles. Mais j'en ai pas trouvé. Et puis, comme vous voyez le plan d'action qui a été mis en place dans le cadre de Nabis, vous voyez très bien que le sujet, il est sur la table, mais on n'a pas les solutions. On n'a pas les solutions. Est-ce qu'on les aura un jour? Je ne sais pas. En termes d'électricité, ce serait plus simple. On sait à peu près ce qu'il faut faire, mais bon, tout le monde n'est pas convaincu. N'est-ce pas, Eric? Voilà. Si vous avez d'autres questions auxquelles je puisse répondre, oui. Pardon? Il y a une planche qui disait que la prairie est un puits de carbone assez important. Oui. Donc ça, c'est lié à l'agriculture. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. C'est un peu ça, là, à mon avis. L'impression que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des injonctions contradictoires entre je donne la préférence à quoi? Zéro artificialisation du sol, comme on dit en France, c'est bien, mais quelque part, les maires, on leur demande quand même, il faut construire des logements. Moi, j'ai les jeunes dans ma commune, la maire dit, moi j'ai les jeunes de ma commune, ils ne peuvent pas construire, donc ils s'en vont. Enfin bon, on est vraiment dans des dilemmes actuellement qui est très fort. On veut réindustrialiser la France. Alors, apparemment, il y a beaucoup d'endroits où on manque de surface pour donner à la réindustrialisation. Ça, c'est un deuxième volet. Hein. Donc, alors, Georges, par rapport à ça, quand je regarde un peu autour de moi, du côté de grandes villes comme Strasbourg, on voit pas mal de gens qui construisent des bureaux, mais ils sont vides. On a pas mal de friches industrielles actuellement également chez nous. Alors, sur ces friches industrielles, on commence à mettre des panneaux photovoltaïques, ce qui est un moindre mal. Hein, par exemple, on a remplacé les 1800 MW de Fessenheim nucléaire par 300 MW crête sur des friches industrielles. Le compte est bon, là. non, mais oui, tu as raison. En plus, si on veut réindustrialiser, alors, moi, je ne sais pas peut-être, mais c'est très cher hein, de démolir et de reconstruire. Donc, on préfère carrément construire du neuf. Et en plus de ça, on va construire suivant les dernières normes environnementales, quoi. Alors que si tu veux réhabiliter, c'est déjà beaucoup plus cher que... Bon, tout ça, ce sont des questionnements... À mon avis, on a un petit peu de mal à répondre, ou alors faire un peu comme des politiques dans d'autres pays en disant non, c'est ça, vous inquiétez pas, on y arrivera. Don't worry, be happy. La difficulté, c'est ce que je disais un peu en intro, c'est de faire la synthèse de tout ça. Moi, je suis sur un territoire rural, je suis élu là-bas. On veut recevoir 2 EPR. 2 EPR, ça veut dire 10 000 personnes qui vont venir bosser sur le site, on va les loger. Si tu fais du zéro artificialisation, c'est justement impossible. C'est impossible. Vous habitez là. Donc à un moment donné, tout ça va mettre des contradictions dans le système qui fait qu'on ne peut pas tout tenir. Il faut faire un choix. Et une usine, ça va pas être au bout de Strasbourg. Georges a raison. À un moment donné, il va falloir
qu'on assume un peu nos contradictions. Ouais. Encore que là, je pense, Eric, tu peux peut-être jouer sur la partie temporalité. Parce que tes 10 000 ouvriers que tu vas recevoir pour le chantier, ils vont être là pour 2-3 ans. Après, tu peux peut-être regagner. Mais par contre, il y a le personnel de la centrale que tu seras obligé de loger. Non, je suis pas. Non, mais attends. Je te parle des pics d'activité, pas sur l'ensemble. 3 000 pendant 10 ans. D'accord ? Une pic à 10 000. Non, mais, Pic à 10 000, oui. c'est un exemple, mais Georges a raison. Si on veut réindustrialiser, à un moment donné, il va Oui, bah oui. la réindustrialiser. Le, Au sens énergétique, avec de l'économie propre, mais aussi au sens le ZAS, tu vas y être confronté, c'est clair. Tu vas être confronté. Merci Gilbert. Merci, Je crois qu'il faut remercier Gilbert parce Merci, que Hubert.